répondre à la question qui m'a été posée sur le lien entre le vapotage et la réduction des risques. Et effectivement, c'est important juste de repréciser que j'y réponds dans une place qui est la mienne, celle d'un addictologue. Je ne suis pas un spécialiste historique du tabac, et ça fait partie, je crois, de l'intérêt du programme tel qu'il a été construit, de faire se succéder des acteurs qui interviennent de places différentes. À l'inverse, je suis de ceux qui ont vécu de l'intérieur et avec tous les débats qui ont été parfois très violents, l'arrivée de la réduction des risques dans ce domaine qu'on appelle l'addictologie. Voilà, donc je pense que les organisateurs de la journée avaient prévu comme ça qu'on se décale de temps en temps et qu'on prenne des angles différents. Et sans plus tarder, je vais donc rentrer dans ce qu'on peut dire de la réduction des risques. Et ça me permet de faire le lien avec quelque chose que j'entendais encore dans ce que disait Nicolas Pris ce matin et qu'il a dit d'ailleurs de façon tout à fait intéressante la semaine dernière en ouverture des journées de la SFA, donc sur un autre problème qui est le problème de l'alcool, qui est que la réduction des risques, ça a surtout permis de rajouter des chemins et de rajouter des possibilités, et ce n'est pas venu à la place d'eux, ou c'est pas venu enlever des stratégies ou des chemins. Alors, qu'est-ce que la RDR a changé dans le domaine de la dictologie ? Trois choses. Ça peut paraître théorique, mais ça ne l'était pas. Avant l'arrivée de la réduction des risques, il y avait un parcours de soins quasi unique dans les questions d'addiction, alors qu'on avait déjà affaire à une diversité de personnes. Et la RDR a amené des outils nouveaux. Un outil qui a été très cité, c'est celui qu'on appelle le aller vers, c'est-à-dire aller vers ces personnes qui ne se reconnaissaient pas dans le parcours tel qu'il était donné, les laisser pour compte, ou les personnes perdues en route, qui arrêtaient parce que le trajet était trop compliqué pour eux. Et puis, vous savez, comme à chaque fois, la nature a horreur du vide. Comme ces personnes arrêtaient en cours de route, il fallait trouver des explications. Alors, on a vu des théories, et j'ai une formation de psycho, donc j'assume, de psychothérapeute. On a vu des théories. C'est parce que l'addict ou l'alcoolique est menteur, ou bien parce que le drogué est dans le déni. Voilà. Donc, on a presque, on pourrait dire parfois, auto-justifié les défaillances des systèmes de soins. Et on a découvert l'intérêt d'ouvrir d'autres entrées, d'ouvrir d'autres approches. Je vous embêterai pas avec ça, mais par exemple, en alcoolologie, on s'est rendu compte que parfois, ne pas commencer par sevrer la personne, mais commencer par s'occuper d'elle socialement, ça donnait d'excellents résultats. Et après, on pouvait lui proposer d'aller vers un sevrage. C'est des programmes qui s'appellent Tapage ou Housing First, qui ont donné et qui donnent toujours d'excellents résultats. Le deuxième point qu'a apporté la réduction, c'est un soin qui était centré historiquement plutôt sur les conséquences. On allait travailler les maladies induites, et on a par exemple beaucoup parlé du cancer, on a beaucoup parlé de la bronchite, on parlait beaucoup d'un certain nombre de problèmes induits par les différentes drogues, ou bien on allait s'intéresser aux causes, qui sont, alors dans les addictions, quand on rentre sur la théorie des causes, c'est très compliqué, parce que c'est multifactoriel d'une personne à l'autre, d'un trajet à l'autre, ce qui fait qu'on rentre dans un comportement d'addiction peut être complètement inversé. Et on avait un peu oublié quelque chose de très pratique qui est l'usage, les pratiques d'usage et les risques de l'usage. Et ce que la réduction des risques a apporté, c'est de dire mais finalement la pratique d'usage et la façon dont on s'en occupe est quelque chose d'important. Et puis le troisième, ça a déjà été évoqué indirectement ce matin, la RDR a introduit une nouvelle façon de travailler plus branchée sur la motivation et le plaisir. Et là, ça rendra hommage à Bertrand, notamment ce plaisir dont on parlera, je vous parlerai pas mal, qui est ce plaisir d'agir, ce plaisir de se faire du bien, même si l'effet n'est pas directement mesurable tout de suite. Le fait d'engager quelqu'un dans une démarche de soins, c'est quelque chose qui a été très fort dans la réduction des risques, puisque on s'est adressé à des personnes qui ne voulaient pas tout de suite se soigner de leur addiction, mais qui étaient intéressées pour commencer à prendre soin
de leur santé. Et ce changement de paradigme a permis d'inclure dans des processus d'accompagnement des personnes qui n'y étaient pas. Alors, la dispositive suivante, puisque vous m'avez demandé une comparaison, j'ai essayé de la faire objectivement, et je suis allé chercher un article d'Yves Martinet, qui a un de ceux qui a écrit en français sur la réduction des risques tabagiques. Alors là, on va aller un peu plus vite. C'est la même nécessité, le même point de départ. Il faut sortir de cette alternative un peu diabolique qui est soit tu arrêtes, soit tu vas mourir. C'est l'alternative qu'on trouve motivationnelle, mais elle est parfois pas motivationnelle du tout. Elle est parfois très décourageante. Et il faut compléter ce que fait classiquement la prévention et ce que font classiquement les traitements. La deuxième chose qu'il dit dans cet article, c'est comment elle est définie, cette réduction des risques tabagiques. On veut mesurer quelque chose. Alors, on va mesurer la réduction et ou la modification de la consommation de tabac et de cigarettes. De ce côté-là, c'est sans surprise. C'est dommage parce qu'on ne voit pas l'idée de mesurer le nombre de personnes concernées et les nouveaux publics qui peuvent être concernés. Et ça, en réduction des risques addiction, on a appris à s'intéresser à ce paramètre-là. Ça fait venir des personnes qui ne venaient pas. La stratégie, elle est claire. On retrouve des choses comme ça dans la stratégie de la réduction des risques autour des drogues illicites. Le mode d'auto-administration de la nicotine, avec l'arrivée des traitements de substitution aux opiacés, on arrêtait l'obligation de passer, entre guillemets, par la seringue. On pouvait passer par un cachet, un médicament, une forme orale, et donc on diminuait tous les problèmes dus à l'utilisation d'une seringue. Voilà. Donc là, on change le mode d'administration. Vous connaissez l'histoire, c'est la combustion et les problèmes que ça pose. Et puis, on change pour une nicotine plus propre, et donc on peut penser que là, on va avoir une baisse de l'exposition au risque. Et puis, les résultats attendus vont être les résultats sur la morbidité, la mortalité. Il y a toujours débat. Je me souviens quand on avait, au niveau de la réduction des risques classiques, enfin, drogue illicite, essayé de défendre l'histoire des salles de consommation moindre risque, on avait pris à l'époque, maladroitement pour certains, le sujet du VHC. Or, sur les hépatites, les salles de consommation n'avaient pas fait leurs preuves. Et donc, voilà, on était sur un trou d'études. Les salles de consommation avaient fait leurs preuves sur le VIH, mais pour des raisons de contamination différentes, de modes de contamination différentes. Sur l'hépatite, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, on pouvait mettre en cause l'intérêt des salles rien si on se fixait sur cette donnée. Donc, ce que l'on va mesurer et l'ouverture de ce qu'on va mesurer est quelque chose d'important. Alors, pour continuer en allant très vite, ça a été abordé, je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans certaines discussions, mais du coup, il y avait des outils qui avaient été proposés. Vous connaissez l'histoire des cigarettes légères et des filtres. On a vu que ça, c'était absolument inutile, le fameux phénomène de compensation. Et puis, l'intervenant précédent nous en a dit quelques mots, le tabac oral et le snus, avec un certain nombre d'objections qu'on retrouvera. Les substituts nicotiniques, qui ont joué un rôle et qui jouent toujours un rôle important, et puis donc qu'on n'avait pas vu arriver dans le paysage, le vapotage. Alors pour le snus, je vais juste dire que moi ce qui m'a intéressé, c'est toujours cette idée, mais il y a des personnes qui voudront pas le faire. Voilà, alors il y a le débat sur oui, mais il peut y avoir des cancers de la bouche, ainsi de suite. Bon, c'est un autre débat qui a tout à fait son importance, mais un argument était, mais tout le monde n'ira pas vers cette forme orale. Bon, rappelez par exemple qu'au niveau des drogues illicites, pour reprendre donc Didier Gell était à l'époque, je crois, tu étais à l'époque à la Milt, on a vu apparaître la technique de chasser le dragon, qui consistait à faire chauffer sa dose d'héroïne sur un papier aluminium. Il y avait tout le problème il fallait trouver un papier aluminium de qualité parce que on s'était rendu compte que selon l'aluminium, mais il y avait une volonté. Qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait une volonté de ces usagers de ne pas utiliser la seringue à l'époque où on leur donnait pas encore les moyens de le faire et d'aller vers un mode de consommation qui, pour eux, commencer à diminuer leurs risques. Et encore une fois, je retrouve ce que disait notre interlocuteur précédent. Ce qui est intéressant dans la réduction des risques, c'est de faire l'effort de partir de ce que font les usagers et non pas de ce qu'on leur prescrit qu'ils devraient faire. Donc effectivement, tout le monde ne s'est pas mis
à cette nouvelle technique, chasser le dragon, mais un certain nombre de personnes s'y sont mis parce qu'ils avaient entendu les risques qu'on avait dit d'utiliser des seringues et d'utiliser des seringues qui n'étaient pas propres, ainsi de suite. Donc c'est toujours intéressant de se rendre compte que quand on ouvre des portes, tout le monde n'est pas obligé de passer par la même porte, mais on va avoir un certain nombre de personnes qui vont se saisir de cette porte et du coup, le boulot des professionnels sera de dire mais ne prenez pas tel papier, prenez plutôt tel autre, ne le faites pas comme ça, faites-le plutôt comme ça, c'est-à-dire d'accompagner le mouvement de réduction des risques et non pas de prescrire d'une position théorique ce qui devrait être la bonne pratique. Pour les substituts nicotiniques, je vous en ai dit quelques mots, on a la même comparaison. Hein. On va chercher à éviter le manque, on est dans la théorie de la substitution, donc ça ne pose pas problème. L'objection numéro 1 qu'on entend le plus souvent faire, c'est « mais ils font et ils font pas hein ». C'est la fameuse zone grise, c'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui vont complètement souscrire à l'approche substitutive et qui ne refumeront plus, et oui, il y a des personnes qui vont faire les allers-retours. Et alors là, c'est intéressant. On a le même problème avec les TSO. Comment on travaille avec les personnes qui sont dans la zone grise et qui font un pas d'un côté, un pas de l'autre? Est-ce que systématiquement, pour ça, on va considérer que la substitution est une mauvaise approche ou est-ce qu'on va accepter que pour un certain nombre de personnes, il va falloir prendre un peu plus de temps, les accompagner un peu plus longuement pour permettre de régler? Mais le débat n'étant pas là, je continue juste pour vous montrer les points d'accord et les points de différence. Et puis le vapotage, hein, qui va permettre là aussi, là encore, donc d'apporter un nouvel outil. Donc je vais m'intéresser un peu plus au vapotage. J'ai un peu caricaturé le débat sur le snus et sur les TSO, mais je vais m'intéresser un peu plus sur le vapotage. Et en reprenant les trois choses, les trois grandes évolutions qu'a apporté la réduction des risques et dont on parlait en introduction. Le vapotage va permettre de changer l'entrée dans la stratégie pour s'éloigner du tabagisme. On entre par une autre porte. Hein. On ne va pas être obligé de commencer par penser le plus dur, qui est l'arrêt. Hein. Je crois que toute personne parmi vous qui a été ou qui est encore fumeur sait que ce qui paraît le plus dur, c'est cette marche parfois qui paraît immontable, de dire il va falloir que j'arrête. Et le vapotage permet de dire je ne suis pas obligé de commencer par le plus dur, je peux commencer par faire quelque chose qui va être une entrée intermédiaire. Et il y a cette notion de je vais pouvoir faire un essai, hein, et du coup de ne pas abandonner la totalité des effets positifs auxquels je continue d'être attaché, parce que ce qu'on a appelé l'ambivalence du fumeur ou de l'alcoolique ou du toxico, c'est parfois la façon dont on est partagé entre les effets positifs et les effets négatifs, et on a chacun le droit d'avoir une balance un peu différente. La deuxième chose, et ça me paraît très important, moi je l'ai entendu dans beaucoup de témoignages, alors je suis un professionnel, je travaille dans un centre de soins avec des personnes qui parfois viennent me voir pour autre chose que le tabac, et donc je vais discuter avec eux du tabac, et par exemple j'ai souvent cette réponse, ah non, le tabac, vous m'embêtez pas, entre guillemets, je le fais avec le vapotage, et une des choses qui est intéressante, c'est de dire, là, entre guillemets, j'ai pas à m'embêter avec un professionnel. Alors, c'est toujours vexant quand on est professionnel, mais après tout, il faut l'entendre. Il faut entendre, je rêve qu'un jour on réactualise ces études en France, que toute drogue confondue, la majorité des usagers arrêtent sans passer par le système professionnel. C'est toujours très vexant pour les professionnels que nous sommes, mais toute drogue confondue, la majorité des arrêts se font en dehors du système professionnel. C'est des études de Sobel et de Klingemann. Elles peuvent être discutées sur un certain nombre de points, mais elles nous disent quelque chose qui est intéressant. Et chaque fois qu'on a fait le sondage bébête, de demander à une salle de professionnels de lever la main par rapport au tabac pour voir combien étaient fumeurs, combien avaient arrêté et par quel système avaient arrêté. Alors dans le groupe des professionnels, c'était toujours étonnant, c'était à peu près 80 à 90% qui avaient arrêté d'eux-mêmes. Voilà. Donc là, il y a dans le vapotage la possibilité juste de rentrer dans une boutique et de faire une démarche dont l'engagement est plus simple. Et la théorie de l'engagement est une théorie importante dans l'addiction, avec ce troisième point qui est, ça rejoint la notion de motivation. Hein. Alors, la diapositive suivante, c'est les objections qu'on entend à chaque fois. On a entendu exactement les mêmes dans la réduction des risques avec les drogues illicites. Oui, mais est-ce que vous n'allez pas ouvrir la boîte de Pandore? Ok, peut-être.
pour ceux qui en ont besoin, ça marche. Mais est-ce que vous n'allez pas ouvrir la boîte de Pandore ? Tous les débats sur les jeunes, ça a été dit, redit, et Bertrand a plusieurs fois répondu en montrant sur un certain nombre d'enquêtes. L'OFDT a montré un certain nombre de données. Je crois que Astrid Fontaine est là et elle a aussi, dans son travail, montré un certain nombre de choses. Les études ne manquent pas, hein, qui montrent qu'il ne faut peut-être pas faire n'importe quoi vis-à-vis du vapotage par rapport aux jeunes, mais il ne faut pas se faire des peurs disproportionnées en y voyant une porte d'entrée majeure pour les jeunes dans le tabagisme. La deuxième question, c'est oui, mais peut-être vous êtes en train de créer un nouvel objet d'addiction. Alors ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, l'addictologue que je suis, parce qu'effectivement, des nouveaux objets d'addiction, nous en créons. Nous en avons créé un qui est extraordinaire, c'est les écrans. Le vieux professionnel que je suis, il y a 30 ans, il n'y avait aucun article, il n'y avait aucun cours, il n'y avait aucune prise de rendez-vous pour les écrans. Il faut dire qu'à l'époque, c'était la télé en noir et blanc, 2 chaînes et une programmation qui se lisait en 5 minutes. Eh bien, depuis, nous avons créé un problème qui n'est pas un problème simple dans un certain nombre de familles, avec les écrans. Et on pourrait multiplier, nous avons élargi le socle des œufs de hasard de argent en les faisant rentrer sur Internet, et nous assumons parfois, l'État, en tout cas nos politiques, assument un certain nombre d'ouvertures de nouveaux objets. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut banaliser cette question, mais ça veut dire, et je l'entendais dans un certain nombre d'interventions ce matin, que du coup, il faut qu'on y réfléchisse ensemble pour voir dans le rapport avantage-inconvénient, où est-ce que nous sommes prêts à faire passer le gradient. Tenter de l'interdire complètement aboutirait à le rendre clandestin, n'aboutirait pas à faire disparaître ces nouveaux objets puisqu'il est là, aboutirait à le rendre clandestin et à rendre encore plus compliqué sa bonne régulation. Donc ce risque-là peut se discuter et je crois qu'on peut le discuter de façon intelligente. Et du coup, ça amène à réguler, à sécuriser, y compris ce qui était redit par je crois, l'ensemble des interlocuteurs, on le sait, le fait que tous les risques aujourd'hui ne sont pas connus. Le deuxième point, pour refaire le lien entre la RDR classique et le vapotage comme RDR. Ça change l'entrée, premier point. Deuxièmement, bien sûr, ça va diversifier les trajectoires de soins. Et ça va apporter quelque chose dont beaucoup d'entre vous parlent quand ils parlent du vapotage, la possibilité d'avoir un trajet, une expérience beaucoup plus confortable. Le trajet de l'abstinence est parfois un trajet dur, qui demande un effort, on le sait, et avec l'ICI, que je crois que, par exemple, Rémi, tu l'évoquais, on va pouvoir choisir, on va pouvoir adapter. C'est le fameux débat qui peut nous agacer, nous les addictologues, je vous l'ai dit plusieurs fois, le fameux débat sur les arômes, parce qu'on sait que la stratégie des arômes a été choisie par les alcooliers pour faire rentrer un public qui ne consommait pas dans la consommation. Très clairement, la stratégie des arômes a été choisie dans le milieu du tabac pour faire fumer un public féminin et elle a été choisie dans le milieu d'alcool pour faire venir. Mais on peut tout à fait entendre qu'elle participe aussi de cette trajectoire plus confortable. C'est une expérience instable, oui. C'est pas parce qu'on a choisi de vapoter qu'on va du jour au lendemain ne faire que vapoter. Et on a vu la même chose avec la substitution. Et il faudra là, à mon avis, plutôt que de tenter de légiférer, mieux travailler et mieux améliorer nos pratiques, nos protocoles. Et j'entendais ce qui était dit, et je peux en porter témoignage, d'une montée en qualité d'un certain nombre de boutiques, de la communauté des vapoteurs, qui se donnent un certain nombre d'informations, et de l'engagement d'un certain nombre de professionnels qui, du coup, de leur côté, contribue à permettre que cette zone grise soit éclairée et mieux travaillée. Et puis, pour terminer, une fois qu'on a vu cette diversification, on a les mêmes objections qui tombent. Oui, mais alors, du coup, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Ils ne vont pas aller jusqu'au sevrage. Exactement ce qui a été reproché à la réduction des risques et au traitement dans aux approches réduction des risques dans les drogues illicites. Alors, ils vont réduire ou abandonner l'objectif sevrage et ils vont se rester enferrés dans ce ventre mou. Bon, voilà. Ils vont, on va avoir cette espèce de piège d'opposer sevrage et substitution. Alors là, ça me renvoie à cette notion d'études longitudinales que certains d'entre vous ont proposées. Et dans les addictions, en tout cas dans les drogues illicites, passé les 5-10 premières années, quelque chose s'est quasiment imposé, qui a été de dire
c'est pas facile de prendre quelque chose tous les jours, et c'est la notion de traitement chronique et de conduite chronique qui a amené les usagers de la substitution eux-mêmes à réfléchir à comment la faire évoluer. Et je terminerai de façon très légitime sur les sorties. Du coup, aujourd'hui, effectivement, le vapotage en tant qu'outil va diversifier les portes de sortie. C'est donc quelque chose qui participe au sevrage, on l'a dit, participe à la substitution et participe à cette zone dedans-dehors qui est le principal reproche qui lui est fait. Et surtout, en devenant cette pratique collective, ça a fait apparaître comme la réduction des risques du côté des drogues illicites et du côté de l'alcool depuis quelques années, ça fait apparaître une nouvelle communauté d'autosupport que vous représentez, qui se retrouve dans un certain nombre de manifestations et qui rappelle le rôle de ces communautés d'autosupport dans la réduction des risques et dans les trajectoire d'accompagnement. Et ça me paraît quelque chose de fondamental et c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas assez et plutôt que d'essayer de punir le vapotage ou de le limiter, c'est augmenter les compétences de ces communautés qui me paraîtrait une solution. Donc la dernière diapositive, ce sera ma conclusion, c'est de rappeler que oui, il y a une zone aveugle aujourd'hui quand on parle du vapotage et elle est juste donnée dans les premiers chiffres que vous avez donnés les uns et les autres. C'est le nombre de personnes qui du coup sont rentrées dans cette pratique. Les millions d'usagers qui sont rentrés dans cette pratique et qui en ont fait du coup un outil pour eux. Et c'est ça qu'il faudrait aussi mesurer, même si tout de suite, on n'a pas le résultat qu'on voudrait au regard de la BPCO, même si tout de suite, on n'a pas le résultat qu'on voudrait au regard de la mortalité ou de la morbidité. Cet engagement d'un public nouveau dans une démarche de soins me paraît le point le plus important. Et je terminerai donc en disant que le sens pour un addictologue comme moi, au nom de la Fédération Addiction, d'être dans une journée comme celle-ci, c'est pour rappeler, et c'est ce que j'ai entendu dans la prise de parole de Nicolas Pris ce matin, et je trouve qu'avec ce qu'avait dit et ce qu'a fait Benoît Vallée, c'est une vraie avancée, de rappeler ce que nous a appris la réduction des risques. C'est une pratique nouvelle. Il faut donc travailler ensemble pour en conforter les bonnes pratiques, les avantages et pour en réduire les événements indésirables. Et c'est ça qui nous permettra de sortir de ces débats un peu manichéens dans lesquels on a perdu beaucoup de temps depuis quelques années. Merci.